Invitée de la deuxième heure des matins du samedi, la députée européenne Karima Delli. Bonjour Bonjour. et bienvenue. Vous êtes députée du groupe Europe Écologie Les Verts. Vous faisiez partie, Karima Delli, des convives au déjeuner organisé au Parlement Mmh. européen mardi en présence d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez assisté au discours avant de déjeuner ou après avoir déjeuné? Alors oui, j'ai assisté, au discours, du président, un discours qui était, plutôt bon, mais certes, c'était pas l'électrochoc européen, que moi j'attendais. Ça aurait été quoi l'électrochoc européen? Bah, l'électrochoc européen, ça aurait été de se poser les vraies questions, c'est-à-dire comment, par exemple, l'Europe devient le leader en termes de climat aujourd'hui, alors qu'on voit que Trump est en train de se désengager totalement sur ces questions-là. Il a quand même parlé de la souveraineté climatique et énergétique, Oui, mais le président Macron. c'est bien d'en parler, c'est mieux d'être exemplaire. Il a d'ailleurs effectivement dit aussi qu'il fallait revoir à la hausse la contribution européenne dans le cadre de l'accord de Paris. C'est pas suffisant, Karima Delli. Mais non, parce qu'en plus de ça, il faut une méthode. C'est-à-dire que c'est bien, il est bien ce discours, mais maintenant c'est concrètement comment on fait, comment on met en place des propositions concrètes. Moi, je le demande. Lorsqu'on voit que par exemple la France est condamnée régulièrement sur la question de la pollution de l'air, je pense qu'on a encore des efforts à faire. Il faut que la France redevienne exemplaire sur la question climatique. C'est possible de le faire au niveau européen, au Parlement? Mais de toute manière, toutes les questions aujourd'hui, que ce soit du climat ou énergie, etc., ce sont des réponses européennes. Donc, à un moment, il faut savoir taper du poing sur la table et trouver nos alliés pour pouvoir avancer. Et Taper du poing sur la table, c'est une chose qu'on peut faire, mais qui ne donne pas forcément de résultat, Karima Delli. Trouver des partenaires aujourd'hui ou des alliés, comme vous le dites, est peut-être le plus difficile en Europe. c'est le plus difficile, mais c'est par ça qu'il faut commencer. Et ceux qui ne veulent pas nous suivre, tant pis. Moi, je pense que l'Europe aujourd'hui mérite qu'on avance de manière concrète. Pourquoi je dis ça? Parce que vous me voyez partout en Europe, on a une montée des populistes, on a une montée des eurosceptiques, et l'Europe ne pourra pas se remettre de 5 ans supplémentaires avec une France qui resterait transparente. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, il faut une feuille de route qui soit beaucoup plus claire, et ensuite, on a besoin réellement de propositions concrètes. Comment on va réconcilier les citoyens avec le projet européen? Par les consultations citoyennes, dit le président Macron. On va D'ailleurs, vous y participez, Karima Delli. je participe à cette Opération de communication? non, c'est pas une opération de communication pour deux choses. D'une part, c'est que les conventions citoyennes, elles auront lieu partout en Europe. Elles seront transnationales, elles seront transpartisanes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut un moment d'effervescence démocratique. Le seul et dernier moment où on l'a eu, c'était en 2005, notamment avec ce référendum. On a vu ce que ça a donné ensuite. Justement, c'est-à-dire qu'on est resté. La France a voté non, et finalement. Et ça a été oui. Et ça a été oui. Et donc, il y a eu des frustrations. Mais maintenant, on a l'occasion. Cette agora, elle est de notre devoir de se poser les vraies questions, qu'on soit pour ou contre l'Europe, qu'on soit vraiment, qu'on ne soit pas d'accord. Moi, mon but, c'est pas d'être entre les eurobéas, notamment qui portent un modèle libéraliste, destructeur quand même. Aujourd'hui, dans une... C'est qui les eurobéas, Karima Delli? Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est ceux qui veulent pas critiquer l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, tout ce qu'elle fait, c'est bien. C'est pas vrai. Et en même temps, il y a tous ceux qui sont des eurosceptiques, qui eux vont dire c'est à cause de l'Europe, toutes les problématiques nationales, c'est à cause de l'Europe. Et bien entre les eurobéas et les eurosceptiques, il y a nous, c'est-à-dire, il y a moi en tout cas, il y a l'eurocritique. Moi, je suis pour qu'aujourd'hui, vraiment, on se pose les vraies questions. Oui, mais qu'attendez-vous de ces consultations citoyennes? En dehors de débats, vous disiez qu'il est nécessaire aujourd'hui de réconcilier les citoyens avec un projet européen. Et de l'autre côté, vous dites qu'il faut des réponses concrètes. Est-ce qu'on est là dans une réponse concrète? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Le débat nous permettra de voir, parce qu'il y a plein d'idées aussi qui émanent de la société civile, des citoyens. Il faut qu'on les entende, qu'on les écoute. Moi, je préfère, et je le dis, l'Europe, c'est comme un couple. Vaut mieux une bonne dispute et qu'on se parle maintenant que de mettre la poussière sur le tapis, que lier des mensonges et qu'on conduise à quoi? À la rupture. Et c'est ce qui s'est passé avec le Brexit. On a menti aux Anglais en disant vous inquiétez pas, on va sortir de l'Europe, on aura un plan B. Résultat des courses, il n'y a pas de plan B pour toutes les personnes qui se sentent un peu victimes de cette mondialisation, qui ont pensé au fait de revenir justement au niveau national, qu'elles allaient trouver des solutions. C'est pas vrai. Donc maintenant, il faut prendre Le taureau par les cornes. il faut prendre le taureau par les cornes, mais surtout, il ne
faut pas attendre les 3 dernières semaines de l'élection européenne pour parler d'Europe. On a 1 an, allons-y, débattez. Est-ce que c'est normal d'avoir humilié le peuple grec ces dernières années, notamment par l'austérité? Comment on fait que la finance ne prenne plus le pas sur l'économie réelle? Comment on fait pour que plus jamais il n'y a plus de pesticides, plus de produits toxiques dans vos aliments? Comment se débarrasser de cette pollution? Toutes ces questions, c'est pas des sujets. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et bien justement, il y aura des contributions et de la diversité des réponses, voire de la divergence des réponses, Karima Delli. Et ben c'est ça aussi qui va être mis en œuvre, sur aussi une différence de vision par rapport à des programmes. Moi, je suis écologiste et je suis fière d'être écolo, puisqu'on a besoin des écologistes au niveau européen parce qu'ils mènent des vrais combats sur la vie des citoyens. Et je vois bien que là aussi, il va falloir faire en sorte que les nouvelles propositions émergent. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, comment on réconcilie les citoyens avec l'Europe? Moi, je propose une réelle révolution démocratique. Ah, vous êtes déjà dans la proposition, je crois que vous étiez juste prête à être candidate pour les élections de 2019. Manifestement, vous êtes déjà dans les propositions. Non, mais je suis dans les propositions parce qu'il y a une chose qui, moi, me semble importante. Je comprends toujours pas pourquoi le futur président ou présidente de la Commission européenne n'est pas élu au suffrage universel direct. Pourquoi c'est pas les citoyens européens qui votent directement ce poste? Alors que là, on voit bien qu'on a la candidature de ce qu'on appelle le spin candidate, c'est-à-dire que le parti européen qui arrive en tête, en gros, c'est lui qui choisit le président de la Commission. C'est ce qui s'est passé avec Juncker. Et bien, par exemple, ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est plus possible parce qu'il faut un lien direct. Vous avez posé la question de savoir si j'étais candidate, mais il y a plein de gens qui seront candidats, j'espère, pour les écologistes. Moi, je ferai partie, voilà, je porte ma candidature. En même temps, c'est pas moi qui vais décider, ce sont les militants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette élection, on a besoin des écologistes. Ça fait presque 10 ans que vous êtes eurodéputée, Karima Delli. De quoi êtes-vous fière, contente? De quel bilan vous targuez-vous? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà jusqu'à présent servi à quelque chose au Parlement européen? Bah oui, parce que maintenant je me retrouve, je suis la seule écologiste qui est à la tête d'une commission, notamment la commission des transports. Et du tourisme. Et du tourisme, qui est une grosse commission. Mon grand combat au Parlement européen, c'est notamment la question de la pollution de l'air. J'en ai fait mon cheval de Troie. Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer que, vous savez, aujourd'hui il fait beau. Et que même si quand il fait beau, il y a des pics de pollution. Les pics de pollution, c'est quoi? C'est 400 000 morts prématurées chaque année. Et bien sur ça, je dis non. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'un monde où lorsqu'il fait beau, on dise les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, rentrez à la maison. Cette question de pollution de l'air, j'en ai fait mon combat au point d'avoir arraché une commission d'enquête après le scandale du diesel, notamment Volkswagen, c'est la commission d'enquête du Dieselgate, où on se bat. Il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur un scandale sanitaire depuis 16 ans au Parlement européen. On a réussi à l'avoir. Maintenant, on essaie de mettre en place une véritable feuille de route pour faire en sorte que les lobbies automobiles, aujourd'hui, arrêtent de mentir avec les normes, mais surtout jouent avec la santé des citoyens. Et bien ça, c'est le genre de combat que je mène au Parlement européen, j'en suis fière. Je mène aussi tous des combats sur, notamment, et là en ce moment on parle beaucoup de réforme ferroviaire, pour montrer que les alternatives, c'est important parce que les transports c'est 30% des gaz à effet de serre. 30%, on a fermé les yeux pendant trop d'années, alors qu'il y a urgence, on danse sur un volcan. On danse sur un volcan si on ne fait rien. Justement, Karima Delli, chacun ses formules. Vous, effectivement, dans une tribune au journal du dimanche dernier, vous disiez ça. Vous, moi, nous dansons sur un volcan. Le président Macron a eu d'autres formules dans son discours au Parlement européen mardi, comme je refuse d'appartenir à une génération de somnambules, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre, qui est en train de s'offrir le luxe d'oublier ce que les prédécesseurs ont vécu, ou encore face à l'autoritarisme qui nous entoure. La réponse n'est pas la démocratie autoritaire, mais l'autorité de la démocratie. Est-ce que vous, qui êtes trentenaire, et donc qui avez quasiment l'âge de notre président, êtes sensible, vous êtes un tout petit peu plus jeune, êtes sensible à ces accents lyriques sur la démocratie, sur la souveraineté européenne? Mais pour moi, toutes les questions aujourd'hui, les grands défis de demain, ce seront des réponses européennes.
On parle des paradis fiscaux, on parle du réchauffement climatique, on parle notamment de la question migratoire. Tout ça, ce sont demain des réponses européennes. La véritable question, c'est qu'on ne peut pas avoir un double discours. Monsieur le président Macron a un double discours. On ne peut pas aujourd'hui se vanter d'un très beau discours. Et c'est ça qui tue l'Europe, hein, les doubles discours. Un discours à Bruxelles, et lorsqu'on est à Paris, c'est le contraire qui se met en œuvre. Et moi, je vous le dis, j'en ai ras-le-bol. Parce que justement, on ne peut pas aujourd'hui avoir tout le temps un double discours. L'Europe mérite mieux que ça. L'Europe a besoin réellement qu'on soit dans une dynamique d'un projet. L'Europe, il ne faut pas que ce soit juste... C'est une utopie qu'il faut qu'on continue à construire, mais il faut que ça devienne une réalité. Il faut montrer aux citoyens que ça a un impact direct sur leur vie, mais l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, on voit avec les traités de libre-échange, que ce soit le CETA ou mais est-ce que ça a du TEFTA. sens aujourd'hui, Karima Delli, l'Europe, avec toutes les fractures, nord-sud, est-ouest, et je ne vais pas toutes les énumérer tant il y en a. Est-ce que ça a du sens de dire ce que vous dites? Ça a du sens pour une chose, parce que partout en Europe, les eurosceptiques, l'extrême droite montent. Et demain, ils détricoteront le projet européen. On a eu des pères fondateurs qui ont eu le courage politique, en sortant de la guerre, de trouver cette belle idée, avec un objectif, la paix. Regardez ce qui se passe, notamment dans des pays comme la Hongrie, où aujourd'hui on vient remettre en cause les droits des femmes sur l'IVG. Regardez ce qui se passe en Pologne. Regardez partout. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, lorsqu'on adhère à l'Union européenne, on adhère à des valeurs qu'il faut porter. On a besoin, justement, de plus d'Europe. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Si on ne fait rien, le projet européen et l'Europe n'existera Alors, plus. puisque vous parlez de solutions concrètes, Karima Delli, par exemple, il a été évoqué cette semaine l'idée d'une harmonisation fiscale, l'idée d'un budget autonome de la zone euro. Qu'en pensez-vous ? C'est bien, mais encore faut-il que le budget européen soit beaucoup plus conséquent. Il est très faible aujourd'hui. Donc il faut... ça fait des années qu'on parle de la taxe des transactions financières. Qu'est-ce qu'on attend ? On parle depuis des années... là, on commence à parler de la taxe, notamment sur les GAFA. Qu'est-ce qu'on Sur les attend ? géants numériques. Voilà, sur les géants numériques. Qu'est-ce qu'on attend ? Moi, je suis pour qu'on ait une véritable taxe carbone. Et j'irai même plus loin, puisque dans les transports, je pense que demain, il faut vraiment mettre en place le principe pollueur-payeur. C'est pour ça que moi, je porte une taxe kérosène. Donc, vous voyez, toutes ces nouvelles ressources, elles doivent être aussi dans des objectifs très concrets. Et moi, ma priorité, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de sauver la planète. Il va falloir sauver l'humanité. Karima Delli, il y a une rumeur qui court à votre sujet d'un probable ralliement au groupe La République En Marche. Qu'en est-il ? Alors, je vous le dis très, très concrètement. Moi, je le dis... C'est oui. Ah non, pas du tout. Je ne partirai jamais ni à la France Insoumise, ni En Marche, ni à Génération. Moi, mon parti, c'est le parti des écologistes. Et tout le reste, c'est de la spéculation, de la politique fiction et du commentaire politicien. Et ça ne m'intéresse pas. Et voilà qui est dit. France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet. Et c'est l'heure de la revue de la semaine à 8h30 sur France Culture dans les matins du samedi. Cette semaine, la revue de la semaine est présentée par Émilie Chaudet. Bonjour Émilie. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Et on commence par une plongée dans la guerre en Syrie. Et même dans l'après-guerre, c'est une sorte de saut dans le temps que nous livre le quotidien La Croix avec ce titre « Qui sait, Bachar sera peut-être jugé un jour ». Derrière ce titre, une série de portraits en Syrie et ailleurs dans le monde et notamment de ces citoyens syriens devenus enquêteurs malgré eux à la suite de l'incarcération, de la disparition, de l'assassinat d'un proche. C'est une enquête de 8 pages signée Marie Boéton et Marianne Meunier, parue dans le journal de jeudi dernier et qu'on peut retrouver sur le site de La Croix, illustrée de photos et d'extraits sonores d'interviews. Il y a par exemple le cas de Chapal Ibrahim qui offre ses mains à l'objectif sur lesquelles apparaissent de fines cicatrices. Ces mains qui ressemblaient 5 ans auparavant, décrivent les journalistes, à 2 boules de sang brûlantes de douleur, boursouflées par 180 coups de fouet. Chapal Ibrahim est maintenant réfugié en Allemagne,
tout comme Mariam El-Halak, cette femme de 65 ans qui a perdu son fils, arrêtée et torturée à mort à l'âge de 25 ans pour ses activités militantes. Il y a ces citoyens syriens aussi qui récoltent les preuves, photos, procès-verbaux au péril de leur vie, ceux qui vivent désormais en Allemagne, en France, des acteurs de la justice pénale internationale qui les récoltent, les étudient, les archivent, les conservent dans des villes tenues secrètes, tout ça dans l'espoir qu'un procès se tienne un jour, une perspective devenue, selon les mots de Chapal Ibrahim, plus importante que leur vie. Dans la revue Esprit, maintenant, vous vous êtes plongé dans la réflexion d'une philosophe sur l'après-affaire Weinstein. La philosophe Aïcha Liviana Messina qui signe cet article, La violence sexuelle après Hollywood. Je vous passe la première partie de l'article qui revient sur ce sujet maintes fois abordé, à raison ces derniers mois, sur l'importance de cette prise de parole au sujet des violences sexuelles subies. Mais très vite, l'auteur se pose la question, et après, comment cette parole, une fois libérée, peut s'articuler à une politique? Nous devons, selon l'auteur, appeler les coupables à s'expliquer et non pas juste les effacer de la vie et de l'espace public, comme c'est le cas pour Harvey Weinstein. Sans parole, écrit-elle, l'agresseur ne peut pas devenir un sujet de droit. Si le hashtag MeToo, Made in Hollywood, a permis de lever le voile sur l'ampleur de ces violences, je cite, « Il ne faut pas oublier que c'est tout un système qui a rendu possible cette violence, le même qui a créé Hollywood. Il faut donc chercher ces réponses politiques ailleurs, en dehors. Autant dire que la révélation n'est que le début d'un long chemin. » Et je vois Karima Deli acquiescer. On continue et on termine cette revue de la semaine, Émilie, avec ces histoires de manifestations et de répression policière ces temps-ci en France. Des revues s'emparent du sujet. Nous demanderons à notre invité d'y réagir. Et on commence avec l'imaginaire perdu de la manifestation de Jean-Michel Dijan dans la revue Le Débat. Regard particulier de l'écrivain sur une manifestation qu'il juge désertée parce que dépolitisée, voire désidéologisée. Je le cite, « C'est la colère qui domine, pas la construction organisée du rapport de force pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Le peuple de gauche, entre guillemets, s'est replié sur une certaine idée du citoyen, plus solidaire qu'engagé, plus éclairé que militant. » Propos que contrebalance d'une certaine manière la réflexion de la sociologue Liora Israël sur le site AOC. Le droit et son évolution entre répression et convergence des luttes, c'est le titre de son article, ou comment la répression policière des manifestations de 1968 a fait d'une certaine manière évoluer le droit. Regard éclairant sur ce que nous vivons en ce cinquantenaire de mai 68, la maîtresse de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales cite à ce titre le philosophe Michel Foucault. On a beaucoup dit que le syndicat de la magistrature créé en 68 voulait politiser l'administration de la justice. Je serais plutôt portée à penser le contraire. Il a voulu poser la question de la loi à une certaine politique de la justice qui était celle de l'ordre. Fin de citation. Il s'agit donc ici d'une réflexion sur le droit comme arme contre l'autorité, comme l'écrit l'auteur, et un appel à réfléchir à comment nous en emparer, à comment le nourrir, ce droit de demain, au regard de ce qu'il s'est passé ces derniers jours, à Notre-Dame-des-Landes par exemple, ou à l'université de Tolbiac. Une réaction, Karima Deli? Moi, je préfère toujours le dialogue vers un monde meilleur plutôt que l'arrivée de matraques ou de casques de CRS. Mais ça prouve à quel point aujourd'hui on est dans des sociétés où il n'y a plus de lieu de dialogue. C'est ça qui nous manque. Il faut justement des lieux où on puisse justement débattre pour trouver des solutions. Et on voit bien qu'aujourd'hui on l'a pas. Maintenant, concernant cette jeunesse, moi je me souviens du CPE où les mobilisations étaient beaucoup plus importantes, vraiment, et on n'aurait jamais envoyé un quart de ce qu'on envoie justement à Tolbiac, etc. Je pense qu'aujourd'hui la jeunesse, elle devient citoyenne, et bien tant mieux, parce que comme ça elle a aussi un avis sur la société. Mais maintenant il faut aussi écouter cette jeunesse qui a peur de son avenir. Et je pense que, comme dirait Bourdieu, une société qui n'investit pas en sa jeunesse, c'est une société qui n'investit pas dans son futur. Karima Deli est notre invitée, députée écologiste européenne, présidente de la commission transport et tourisme. Il y avait une manifestation à nouveau cette semaine, Karima Deli, à laquelle participaient des étudiants, mais aussi des cheminots, mais aussi un certain nombre de personnes de la fonction publique, en vue d'une convergence des luttes. Est-ce que vous croyez à cette convergence des luttes? Est-ce que vous pensez qu'elle est possible aujourd'hui? Écoutez, moi je ne lis pas dans une boule de cristal. Maintenant... Non, mais vous sentez quand même ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dans notre société, aujourd'hui, on a l'impression, en fait, que, quel que soit le sujet, la méthode n'est pas la bonne. Que vous prenez les cheminots, pourquoi on a la grève des cheminots? C'est-à-dire que
Je peux vous le dire parce que d'abord, moi, j'étais dans le comité de pilotage du rapport Duron, où on a eu un très bon rapport. Et ensuite, on nous donne un deuxième rapport qui s'appelle le rapport Spinetta. Et on nous dit, alors, 1, il faut réformer le statut des cheminots. 2, il faut supprimer 9000 kilomètres. En plus, on appelle ça des petites lignes. Alors, moi qui est présidente de la commission de transport, ce n'est pas possible qu'on parle de petites lignes. Et ensuite, on brandit quoi? Les ordonnances. Mais où est le dialogue? On peut pas à chaque fois justement imposer une vue d'en haut et de ne pas écouter. Le gouvernement dit qu'en face, il n'y a pas de dialogue non plus, que de toute façon, l'un comme l'autre, les uns comme les autres, ne sont pas à l'écoute des uns et des autres, Karima Delli. C'est pour ça que je vous dis il faut une médiation, il faut quoi alors dans ces cas-là? Il faut des lieux où les gens puissent se parler avec des temps longs. Pourquoi? Parce que ce sont des grosses réformes. Une politique des transports, vous n'allez pas la refaire tous les ans. C'est pas possible. Une politique des transports, c'est avec de la prospective sur 10, 20 ans. Lorsqu'on parle des universités, quels que soient les gouvernements qui passent, à chaque fois sur les universités, il n'y a pas une logique d'ensemble. On est toujours en train de revenir en arrière pour pouvoir refaire une loi. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en France à faire des politiques sur du long terme. On est toujours sur des sparadraps sur des jambes de bois et on voit bien que ça ne marche pas. Alors qu'aujourd'hui, on sait quels sont les investissements prioritaires et les questions prioritaires sur lesquelles aujourd'hui il faut investir. La question de l'éducation, la question des transports, la question de la recherche, la question des hôpitaux. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même dingue ce qui se passe dans les hôpitaux. On a un personnel soignant qui fait plus que des efforts, avec vraiment 3 fois rien en termes de budget. Donc tout ça, il faut remettre à plat, il faut avoir une vision à long terme, et en même temps, il faut vraiment investir. Vous êtes, Karima Delli, présidente de la commission Transport et Tourisme au Parlement européen, donc vous êtes bien placée pour nous parler des transports, c'est ce que vous avez dit aussi. Il se trouve qu'on entend beaucoup ici parler d'ouverture à la concurrence comme une exigence européenne. C'est ce qu'on lit partout, que c'est dicté par l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Chers auditeurs, on va faire un peu de technique. Oui, on est encore à la radio. Alors, en Europe, on appelle ça le 4e paquet ferroviaire. Ça veut dire qu'il y a eu 3 paquets avant. Le dernier paquet ferroviaire dit l'ouverture à la concurrence. Moi, je me suis battue au Parlement européen pour mettre des garanties. C'est-à-dire que nos trains, les trains SNCF, peuvent aller en Allemagne, en Italie, etc. C'est l'ouverture à la concurrence. Mais moi, je me suis battue pour mettre des garde-fous. C'est-à-dire, on peut faire de l'ouverture à la concurrence avec, par exemple, le maintien du service public, le maintien de la tarification sociale pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les chômeurs, pour respecter les conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Tout ça, je me suis battue. Et ça n'a pas marché parce que vous savez quoi, les écolos, on n'est pas. Vous avez voté pour ou contre ce 4e paquet ferroviaire? Ah non, mais moi j'ai voté contre parce que toutes les garanties sur lesquelles j'avais porté n'ont pas été respectées. Mais cela étant dit, ça n'empêche pas à l'État français de dire oui, j'ouvre à la concurrence, mais je mets en place ces garanties. Et v'là-t-il pas que quoi? Le gouvernement français ne va pas du tout dans le sens qu'il faudrait faire. C'est-à-dire dans quel sens devrait-il aller, selon vous? La première chose, moi je ne comprends pas pourquoi la SNCF demain sera une société anonyme. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que c'est pas en s'attaquant aux cheminots qu'on va régler la dette de la SNCF. C'est complètement faux. On peut ouvrir à la concurrence sans toucher au statut des cheminots. Mais bien sûr, il fallait que... Mais bien sûr. Le problème de la France, c'est la dette de la SNCF. C'est 50 milliards d'euros. 54,5 Voilà, même. c'est un déficit structurel qui est dû à quoi? Ça fait 30 ans de politique en France, on n'investit que sur le TGV. Et on a abandonné les lignes secondaires, ce qui est c'est une véritable bêtise. C'est une bêtise, mais c'est peut-être une question de rentabilité, c'est une question de coût, là encore? Non, c'est juste une question de choix politique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres pays qui n'ont pas fait que le choix du TGV. Comme les autres pays? Il y a, je sais pas, l'Allemagne, regardez ce qui se passe dans les pays du Nord, etc. Deuxième chose qui est importante, c'est pourquoi il ne faut pas que ce soit une société anonyme. Parce que déjà, le gouvernement ne nous dit pas combien sur les 54 milliards d'euros de dette elle va prendre. Mais quand vous êtes dans une société anonyme, malheureusement, vous ne pouvez plus vous endetter. Alors comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer pour notamment rénover
les lignes existantes. Comment on va faire pour rénover même les lignes sur le TGV? Parce qu'il faut bien comprendre qu'en France, le système, c'est qu'on a un double réseau. On a un réseau juste pour les lignes TGV et un autre réseau pour toutes les autres lignes, les TER, les intercités, etc. Donc, il y a un double financement. Donc, moi, ce que je dis, et il ne faut pas tendre à la privatisation. Et là, j'ai peur parce que justement, quand je regarde les amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, il est bien écrit, oui, ça restera 100% à capitaux publics, mais lorsqu'on demande si ces capitaux sont incessibles, ça a été rejeté. Et là, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tendre à la privatisation. La privatisation, c'est ce qui s'est passé en Angleterre à partir de 1995. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les premières années, on a eu énormément d'accidents parce que justement, on n'a pas assez investi puisque les privés se sont désengagés. Et aujourd'hui, la hausse des tarifs des billets en Angleterre, c'est 30%, 40%, au point que les Britanniques aujourd'hui redemandent la renationalisation de leur réseau. Karima Delisi, à mon tour, je fais un paquet. Alors peut-être pas seulement ferroviaire, mais un paquet des transports, puisque vous êtes président de la Commission de transport et tourisme au Parlement européen. Est-ce qu'il existe une politique européenne des transports? Et quelle politique des transports en Europe défendez-vous? Mais alors, de façon paquet, hein, encore. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que partout en Europe, il y a des bonnes choses partout, en fait. Donc, le grand paquet que vous me demandez, alors, il faudra me n'existe pas. Si, ça existe parce qu'il y a des choses qui se font bien. Par exemple, on oublie de dire dans le 4e paquet, le ferroviaire, il y a juste un premier pilier, c'est l'harmonisation de 10 000 normes dans le train. 10 000 normes, les feux, la signalisation, etc., pour que les trains passent partout. D'un pays à un autre. D'un pays à un autre. Vous avez vu, ça, harmoniser 10 000 normes, c'est de la politique européenne. Et heureusement qu'on le fait, autrement, il y a plein de trains qui seraient bloqués. Lorsqu'on voit que sur le ciel, parce qu'il y a aussi l'aviation, on a au niveau de l'aviation, un ciel unique européen. C'est-à-dire que tous les avions qui survolent l'Europe sont soumis aux mêmes règles. Et bien ça, c'est des normes donc européennes. C'est harmonisé avec par toujours une obligation, la question de la sécurité. La sécurité du personnel de bord et la sécurité des passagers. Karima Delli, lundi, dans un autre ordre d'idées pour un autre sujet, mais qui concerne une zone française qui vous concerne également en tant que Europe Écologie Les Verts. Lundi, c'est la date butoir pour que les personnes occupant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes déclarent à titre individuel les activités agricoles qu'ils souhaitent mener sur la zone. On a appris qu'ils avaient fait un geste, les habitants de la ZAD. Ils ont finalement accepté hier de déposer 40 dossiers nominatifs en préfecture. Nicolas Hulot était mercredi à Nantes, face aux opposants à l'ex-projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en présence de la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein. Il a dit « Ne faut-il pas cesser un combat quand on l'a gagné ?» Et la provocation n'est pas venue du côté des gendarmes. Est-ce que cette colère des zadistes, en ce moment, pour vous, est légitime ou, comme l'a dit notre président il y a quelques jours, elle est illégitime? D'abord, il faut toujours dire que l'heure est à l'apaisement. Les tensions autour de ce dossier ont trop duré, mais moi je crois que le gouvernement a eu tort de vouloir encore une fois montrer les muscles en détruisant tout. Mais une main tendue a été tendue par Nicolas Hulot, donc il faut la saisir. Donc moi j'appelle tous ceux qui sont notamment sur la zone de Notre-Dame-des-Landes de déposer leur dossier le 23. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est pour moi est un peu un exemple, c'est mon ami José Bové, le Larzac. Qu'est-ce qui s'est passé au Larzac? On était aussi dans des tensions. Il y a 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il n'y a pas eu, selon moi, il y a eu des tensions énormes. José Bové le dirait mieux que moi. Mais à un moment, on a eu des femmes et des hommes qui voulaient construire un autre modèle dans un moment assez pacifiste. Ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que eux aussi ont déposé des projets. Donc, moi, je dis juste qu'à un moment, il faut que, après 50 ans de petite guerre sur Notre-Dame-des-Landes, ça y est, on ne va pas avoir cet aéroport. C'est incompatible avec notamment la COP21. Tant mieux. Mais maintenant, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Parce que vous savez, la ZAD, moi, j'y suis allée plusieurs fois à Notre-Dame-des-Landes, c'est des hommes et des femmes qui
qui travaillent pour une agriculture biologiques, qui sont dans l'artisanat, qui inventent vraiment les utopies qui nous manquent pour ce 21e siècle. Karima Delli, vous avez déposé avec d'autres députés européens le 11 avril dernier, vous n'avez pas déposé, vous avez demandé un rendez-vous au Premier ministre Édouard Philippe pour discuter des solutions en vue d'un apaisement de la situation à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous avez une réponse, que vous avez un rendez-vous ? Non, on n'a pas de réponse, mais je tiens à le redire, nous, les écologistes, on sera toujours pour le dialogue et toujours pour la médiation, parce que la violence, ça ne fait pas partie de notre ADN.